Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une Martiniquaise, ingénieure agronome, spécialisée en développement et en agroforesterie, spécialiste en environnement et ressources naturelles, et qui n'a pas la langue dans sa poche et qui bouscule souvent les idées reçues avec son franc-parler et sa liberté. Bonjour Marie-Claire. Bonjour, comment ça va? Ça va et vous? Eh bien, ça peut aller, merci. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et merci de vous confier, de partager votre parcours et votre histoire. Donc, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Marie-Claire, est-ce que vous pouvez vous présenter? Eh bien, voilà, je suis une Martiniquaise de 54 ans, originaire du François, et par mon père, et de Rivière-Pilote par ma mère. J'ai grandi en Martinique, puis au produit du pays, si on peut dire. Voilà, et puis je suis partie étudier, je suis revenue pour servir mon pays. D'accord. Et vous êtes aussi une grande passionnée donc, de nature, on l'a dit, vous êtes autodidacte en photographie, vous pratiquez la photographie depuis plus de 30 ans. Est-ce que, en fait, vous pouvez justement nous dire qu'est-ce qui vous fait sens pour vous, qu'est-ce qui vous motive dans tout ça? En tant que fille du pays, vous êtes partie, vous êtes revenue. Alors, qu'est-ce que la photographie a à voir avec la nature finalement Eh bien, enfant, je voulais être dessinatrice, mais les formations en dessin n'étaient pas encore vraiment au point dans tous les collèges de l'île. Et j'ai gardé ça en moi et ça s'est développé en une passion pour les arts de l'image. J'aime beaucoup, par exemple, visiter les expositions de peinture. J'aime beaucoup la bande dessinée. Je suis assez cinéphile. Et la photographie s'est imposée tout naturellement lorsque j'ai pu découvrir l'intérêt des albums photos de famille qui permettaient d'avoir des tranches de vie de mes ascendants à une époque où je n'étais bien entendu pas née. Et par la suite, mon amour pour la nature a trouvé sa place grâce à la photographie dans les images que je cherche à capter, à garder pour, je ne vais pas dire pour l'éternité, mais pour un long moment, et que je cherche à partager parce que j'ai tendance à croire le dicton qui dit que la beauté sauvera le monde. La beauté sauvera le monde. Oh, oui, beau, je ne sais plus de qui c'est, mais c'est connu. Je pense qu'en tapant sur Internet, on aura l'auteur. Et je ne sais pas si c'était formulé exactement ici, mais pour la photographie, j'ai tendance à me dire que si on montre la nature sous son plus beau jour, sous les aspects qu'elle a de plus poétiques, de merveilleux, eh bien, peut-être que ça peut toucher le cœur, l'âme des gens qui feront peut-être plus attention à préserver la biodiversité, qui seront peut-être plus humbles face à ce que certains appellent la création et peut-être pour mettre un peu plus d'amour et de bonheur dans leur cœur. Mmh. Voilà. Et en mars 2020, vous avez participé à l'exposition Femmes Martinique avec des créations magnifiques qui nous plongent dans la beauté et dans les ressources de notre île. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience-là, en fait? Ah oui, c'était une surprise. Hein? J'ai été appelée, en fait, grâce à une opportunité au pied levé. Ils avaient besoin, parmi les différents types d'expressions artistiques présentes sur le site, un photographe ou une photographe était nécessaire. Et donc, j'ai répondu présente immédiatement. Et j'avais déjà en réserve quelques photographies, donc le thème de la femme, puisque c'était le 7 et le 8 mars, le thème de la femme était mis en avant
Donc, j'ai essayé de mixer à la fois des photos nature et puis quelques photos de femmes, de jeunes femmes, d'adolescentes, pour montrer un peu le parcours, justement, d'une jeune fille du pays, son éducation, les anniversaires, comment elle apprend à préparer le crabe pour les fêtes de Pâques, qui arrivent bientôt d'ailleurs. Et les plaisirs, le contact avec l'eau et le fait de s'épanouir dans son corps, entre autres. Et pour revenir à la petite Marie-Claire, on va revenir un peu à vous en fait. Comment vous étiez petite? Parce que vous êtes très en fait imprégnée famille, vous êtes très imprégnée ancrage, valeurs. Ça ressort dans votre discours que c'est important. Alors, comment était la petite Marie-Claire? La petite Marie-Claire, eh bien, je crois qu'elle était déjà heureuse. J'ai eu une enfance heureuse. Je me souviens qu'on me surnommait bébé chewing-gum parce que j'étais légère, agile. J'ai grandi à la campagne. J'avais 2 cousins, un cousin et une cousine qui avaient à peu près mon âge, avec qui je battais la campagne. De Josso, plus exactement. À cette époque, les maisons n'étaient pas fermées. Les enfants de 5-6 ans à peine pouvaient partir comme ça en pleine nature sans que personne ne s'inquiète, ce que nous faisions très souvent. Et nous traversions les rivières, nous jouions à Tarzan sous les lianes des manguiers. Et ce sont des moments qui m'ont beaucoup marqué. Grandir à la campagne, il me semble qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est reconnu comme très équilibrant. On a remarqué que, par exemple, certaines maladies mentales sont plus fréquentes en milieu urbain. Et souvent, quand des gens ont des soucis à ce niveau, eh bien, on les envoie à la campagne, au contact des animaux, de la nature. Les Japonais parlent de bains de forêt. Je pense que pour un enfant, effectivement, la campagne est un bon moule, un bon enseignant. Enseigne la patience, le milieu rural, la patience pour voir les plantes pousser, la beauté des choses. Et aussi, en termes de sensibilité, le fait d'appartenir à un tout. Par exemple, si on coupait les branches des arbres de la maison, ben, mon frère et moi, nous pleurions. Parce que pour moi, c'était comme mutiler n'importe quel être vivant. D'où la référence souvent, en fait, quand on vous entend, à Gaïa. Ah oui, j'ai appris ce mot-là sur le tard, mais il y a beaucoup d'autres noms, hein, suivant les mythologies. Gaïa, il me semble que c'est du côté gréco-latin par là, je ne sais plus trop, mais il y a beaucoup... toutes les cultures, en fait, ont donné un nom à la terre. Les Égyptiens... je n'ai plus les noms en tête, je les avais effectivement répertoriés, mais je pense que toutes les civilisations qui se sont formées ont reconnu la terre comme étant leur maison et donc un lieu à respecter et à entretenir pour notre propre survie. Je crois que certains l'oublient malheureusement. Et justement, nous allons y revenir tout à l'heure, mais on va rester encore sur Marie-Claire, la petite Marie-Claire qui était surnommée Chewing-Gum. Bébé Chewing-Gum. Bébé Chewing-Gum. Mais pas que ça, hein. Voilà, bébé Chewing-Gum, parce que vous avez parlé d'agilité, de battre la campagne, mais j'ai toujours pas compris, en fait. Je grimpais aux arbres. Voilà. Donc c'était ça, en fait. Est-ce que j'étais... Oui. Enfin, on n'a pas tellement utilisé chez moi l'expression « garçon manqué ». Parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents assez progressistes et ce serait plutôt fille réussie. Et les représentations sociales, évidemment, j'étais toujours un peu présente, vu la génération de mes parents qui sont nés en 1944, en pleine Seconde Guerre mondiale. Leurs parents eux-mêmes sont nés en 1917 par là, donc en pleine Première Guerre mondiale. Je crois que ça marque les esprits. En quelque part, il reste quelque chose qui
fait que, eh bien, on comprend la fragilité de la vie, l'importance des personnes qui nous entourent et de la bienveillance dans les relations humaines. Donc, enfant, oui, je crois que j'ai pu profiter de toute la culture du pays. J'ai découvert à travers certaines conférences que, par exemple, les traditions culinaires de la famille de ma mère, notamment, étaient vraiment ancrées dans nos traditions, hein, l'utilisation du mouton, de l'agneau pour les fêtes, bien entendu hérité des traditions religieuses elles-mêmes, mais aussi la présence du manioc. D'ailleurs, ma mère avait des parents qui étaient, un père qui était agriculteur, il y avait aussi de la fabrication de manioc chez eux, il y avait le fameux café qui est le même que celui qui se retrouve à la Jamaïque et que l'on appelle le Blue Mountain. C'était un univers de polyculture élevage avec du cacao, des porcs, de la volaille, enfin une ferme complète. Et donc au niveau de la gastronomie, pour les fêtes, ben, je pense que je n'ai absolument rien raté. Et du côté de mon père, avec la mer, lui-même avait eu l'occasion de partir à Miquelon, comme on disait, avec un de ses oncles pour pêcher. Ensuite, il a pratiqué la pêche sous-marine. Donc, j'ai des anecdotes comme, par exemple, de découvrir une pieuvre collée sur la porte du frigidaire, enfin du réfrigérateur. Voilà, donc ça c'est nos traditions langagières, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Voilà, donc non, j'ai eu une enfance heureuse. Bien entendu, tout n'est pas parfait, mais je considère que je suis une privilégiée. Certainement pas pour des questions matérielles. J'avais des camarades qui partageaient ce milieu avec moi et qui pouvaient profiter de tout cela également. Et en fait, de ce côté-là, ça m'a permis d'avoir un background qui me permet justement d'affronter toutes les difficultés de la vie. Je sais que le bonheur existe pour l'avoir vécu et qu'il m'appartient, comme à tout un chacun, de le reproduire. Comme on dit, le chagrin est d'humeur, mais le bonheur est de volonté. Donc vous êtes pour la responsabilisation? Complètement. Complètement. Alors là, parmi mes valeurs, en tête de liste, il y a la liberté. Et pour moi, la liberté ne va pas sans responsabilité. S'il y a la liberté, je suis un esprit libre déjà, pour commencer. Ce serait difficile de me caser. Personne n'a jamais pu me mettre dans aucune case, me coller aucune étiquette, ou en tout cas, celle qu'ils collent ne me colle pas du tout, et finalement, ils finissent par s'en rendre compte. Mais en termes de valeurs, la responsabilité est indissociable de la liberté et de la vérité. La vérité, c'est fondamental. Ce sont mes valeurs principales. Elles sont non négociables. La vérité n'était pas subjective? Je parle de la vérité factuelle. Je ne suis pas la personne qui va faire des procès d'intention. Qui se base en fait sur effectivement des données. Absolument. Mais les données sont parfois plus nombreuses qu'on ne le pense. C'est-à-dire que beaucoup de gens se basent sur le verbal, les actes, mais les attitudes sont très importantes. Et on l'apprend en communication, le non-verbal, la façon de se tenir. Et on peut être extrêmement grossier, par exemple, en ayant un langage particulièrement châtié. Et cela n'autorise pas pour autant d'être grossier de façon vulgaire. C'est pas ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que, je prends un exemple, la condescendance. Pour moi, c'est un manque de respect. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter.
parce que le respect, c'est accepter la vérité de l'autre tel qu'il est, et sa liberté d'être. Donc, en fait, il y a plusieurs valeurs qui sont comme ça, liées. De toutes les manières, dans les philosophies orientales, on vous dira que tout est lié. Je pense qu'effectivement, tout est lié. Tout est lié et tout est lien. Certainement. Et donc, on va revenir aussi quand même à votre famille. Vous êtes issu de parents retraités de l'enseignement. Votre père, il est aussi écrivain, il est engagé dans sa commune depuis de nombreuses années. Il a fait énormément de choses. Il parle beaucoup d'amour pour son île. Est-ce que vous pensez que ces deux familles, finalement, cette flamme que vous avez et cette façon de dire les choses? Je pense, oui, des deux côtés. Mais puisque vous parlez de mon père, je dirais que, par exemple, sa mère a été membre fondatrice du Club des aînés du François. Elle était donc elle-même déjà impliquée. Et mon père aime bien raconter que la première fois qu'il a vu Aimé Césaire, eh bien, il était juché dans les bras de sa mère, qui était allée écouter Aimé Césaire, qui était venu faire un meeting au François. Donc, cette conscience existait déjà, et de par son père, que je n'ai pas connu, puisque il est mort, mon père n'avait que 15 ans, de par son père, il y a des valeurs humanistes qui ont été transmises, et que mon père répète souvent en disant que mon grand-père disait régulièrement « Tout le monde, c'est moun ». Ce qui fait que dans les engagements que mon père a pu prendre, politiques, associatifs, etc., il a toujours combattu les idées qu'il ne partageait pas, mais il n'a jamais combattu les hommes. Donc, ce sont effectivement des valeurs qui ont été transmises à Marie-Claire. Oui, je pense. Et des valeurs fortes, justement. Absolument. De respect des diversités et de... Tout à fait. Et ma mère elle-même, qui a été aussi représentante syndicale, tout en venant d'un milieu paysan, et tout le monde sait que la paysannerie en France comme en Martinique est conservatrice, hein? Donc, ma mère a l'esprit d'entreprise, le respect du travail, et j'ai appris des choses toutes simples, hein? Par exemple, respecter ce qui appartient à autrui, ne pas voler, etc. Je suis toujours très étonnée de voir comment, avec quelle facilité les gens volent le bien des autres, les idées, rapinent un peu tout et n'importe quoi, comme si c'était une victoire. Non, ce n'est pas ce qu'on m'a appris, effectivement. Voilà. Oui, je pense que j'ai bien intégré. Je pense avoir fait le tri aussi, parce que il faut faire le tri, hein, pour devenir adulte. Il faut garder ce qui nous convient et puis avancer, puisque chaque génération a son travail à faire, sa mission, ce qu'elle a apporté au monde. Donc, il faut qu'elle s'adapte déjà à son époque, et puis qu'elle voit ce qu'elle peut apporter aux siens et aux générations futures, bien entendu. On sent quand même une grande déception dans vos paroles. Est-ce que vous avez souvent été déçu ou trahi? Est-ce que ça vous a endurci? Oui, en fait, je pense que je suis peut-être une empathe, ou en tout cas, j'ai beaucoup d'empathie. Et les empathes, il faut savoir qu'ils sont la cible souvent des personnes comme les pervers narcissiques, etc. Ou en tout cas, toutes les personnes qui ont besoin de se nourrir des autres. Et donc, oui, bon, ça m'est arrivé. J'ai la fierté de pouvoir surmonter ce genre de choses, ce que j'ai fait. Pour cela, il faut comprendre, il faut se documenter, ça prend du temps.
Peut-être qu'on y laisse des plumes sous forme de quelques années de sa vie, mais plus fort, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire par là. J'aurais précisé en disant que on est plus averti, on repère peut-être plus vite les signes, les comportements abusifs. De cette façon, on peut peut-être essayer de protéger les générations qui viennent, les proches, qui veulent bien faire suffisamment confiance pour écouter les conseils qu'on peut leur donner, mais bien entendu, seulement si on nous le demande, et parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à entendre. Donc, voilà. On dit aussi pour se protéger, parce que c'est une nécessité, il faut pouvoir éliminer, en tout cas de sa vie, l'influence de personnes toxiques pour pouvoir continuer à avancer, parce que la vie est courte. C'est pas une question de ressentiment, c'est une nécessité, parce qu'on doit se garder pour soi-même, mais aussi pour les siens, pour pouvoir rester à leur côté en bonne santé le plus longtemps possible et ne pas être une charge pour eux, mais plutôt un soutien. Donc vous restez quand même cette femme au grand cœur, mais prévoyante et dans l'observation. J'essaie en tout cas, de toutes les manières. Ce que j'ai peut-être retiré comme leçon, c'est ce que l'on peut trouver pour les personnes qui sont de la religion catholique. Dans un des évangiles, il est écrit ne jetez pas les perles au pourceau, de peur qu'ils ne les foulent, ne se retourne contre vous et ne vous déchire. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, chacun doit faire son chemin, que nous sommes responsables de nous et que nous devons faire attention à semer dans un terreau fertile, simplement. Mm-hmm. Vous pourriez la redire? À partir de... la phrase. Le verset? Oui, tout à fait. Ne jetez pas les perles au pourceau. Mm-hmm. De peur qu'il ne les foule, ne se retourne contre vous et ne vous déchire. Et en regardant dans le rétroviseur, justement, avec ce verset, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment? Ah oui, mais vous connaissez le proverbe. Ah, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Je suis entre les deux, je pense. Pour revenir à votre parcours en fait scolaire, donc vous êtes vous faites partie des rares femmes ingénieurs agronomes en Martinique. Est-ce que vous trouvez que les Martiniquais s'intéressent suffisamment à la richesse du terroir, de la Martinique, de la préservation, de la faune, de la flore, etc. Ils sont surtout axés sur la défense de leur culture, en particulier avec les inspirations récentes autour de la question identitaire. Mais notre culture est un patchwork, le syncrétisme de cultures multiples, venus de continents différents. Celui où nous sommes, les Amérindiens, puisque nous sommes sur une terre, la terre des Amériques, la terre des Amérindiens. Et certains d'entre nous, comme moi-même, possèdent des gènes amérindiens. Donc, nous pouvons dire que nous sommes bien sur la terre de nos ancêtres, ici dans la Caraïbe, mais aussi avec des ascendances européennes, africaines et orientales. Donc, aujourd'hui, la question identitaire a un petit peu masqué un petit peu tous les autres domaines, mais pour pouvoir défendre notre culture, il nous faut défendre les ressources pour pouvoir, par exemple, faire certains plats, etc. Eh bien, il faut connaître les espèces de tubercules, les arbres à pain, châtaignes, etc. Savoir que, par exemple,
la châtaigne et l'arbre à pain et le jacquier sont de la même famille. Pareil pour toutes les anones, corosol, pomme cannelle, chérimolia, etc. Bref, ce lien, il n'est pas forcément dans l'esprit de tous. Et c'est vrai que ceux qui ont grandi à la campagne ont cette connaissance et savent faire le lien de la fourche à la fourchette. Mais les Martiniquais, est-ce qu'ils sont conscients de tout cela? Ils en ont envie, en tout cas. Il y a une recherche en ce moment. Beaucoup de gens, effectivement, vont chercher sur Internet des textes, des images, et puis se les partagent. Malheureusement, il y a beaucoup de fake news, notamment tout ce qui est de l'ordre du charlatanisme, comme par exemple de consommer du corosol, du thé de corosol en grande quantité. Mon Dieu, il ne faut surtout pas faire ça. Surtout pas. Mes parents qui aussi m'ont transmis ça, la connaissance des plantes médicinales, ne cessent de me répéter que c'est la dose qui fait le poison, que par exemple pour le corosol, eh bien il faut peut-être prendre 3 feuilles, pas plus. Vous se reposez. Et qu'on ne donne pas ça, par exemple, à des enfants en bas âge. Tout au plus, on prend une feuille, on la met sous l'oreiller, mais surtout, l'enfant ne doit pas l'absorber. Mais maintenant, cet engouement, il est parfois dangereux. Il faut se fier aux chercheurs. Et encore, il faut que les chercheurs eux-mêmes soient contrôlés. Il faut vérifier que les personnes qui parlent, qui rédigent, sont assermentés, sont reconnus de leur père. Sinon, effectivement, dans cette nébuleuse d'informations et de fausses informations, il y a des gens qui mettent leur vie en danger. Et il y a eu des reportages sur ces questions-là, sur les questions de jeûne, de végétarisme, etc. Il faut vraiment se documenter avant de se lancer dans tout cela. Mmh. Et concernant vos études, vous avez étudié où ? Alors, j'ai bien bourlingué, puisque, étant donné que j'ai eu mon bac mineur, j'avais 17 ans, mes parents n'ont pas voulu trop m'éloigner, alors ils m'ont dit de commencer, puisque ce sont les sciences qui m'intéressaient en Guadeloupe, puisqu'il n'y avait que là, mais seulement après bac plus 2, il n'y avait rien aux Antilles, donc j'ai continué à Limoges pendant 2 ans pour faire une licence de biochimie, une maîtrise de biologie cellulaire. Et j'ai poursuivi un bac plus 5 à Nancy, environnement et ressources naturelles, effectivement. Et j'ai terminé à Montpellier dans une école séculaire, l'école supérieure d'agronomie tropicale, ancienne école d'agriculture coloniale, qui a maintenant peut-être au moins 120 ans, et où effectivement j'ai étudié le développement local et l'agroforesterie, entre autres. Et qu'est-ce que vous gardez de cette époque ? Ah, c'était génial, c'était génial. Vraiment, c'est une époque magnifique, la période des études. Ça a été plus compliqué. J'ai eu l'impression que je parlais dans un désert et en allant voir les élus et les hauts fonctionnaires des pouvoirs publics locaux, eh bien, en fait, j'étais une bête curieuse. Ils me recevaient gentiment, mais ils me disaient, mais on n'a rien à vous offrir. À la limite, j'étais trop en avance. Et j'ai dû attendre 7 ans avant qu'on ne crée des formations de ce type, et qui correspondent à mes diplômes, plus exactement. De quoi vous avez envie aujourd'hui par rapport à tout votre parcours, ce qui vous fait sens pour vous, ce que vous identifiez sur les valeurs, la transmission martiniquaise? De quoi vous avez envie pour vous, pour votre famille, pour votre pays? Ah, ma famille, évidemment, je souhaiterais qu'elle soit à l'abri de la maladie et de tout autre problème qui pourrait surgir. C'est sûr que ma famille, c'est ma première préoccupation. Maintenant, pour le pays, eh bien, je souhaiterais qu'il soit en paix avec son passé,
de façon à pouvoir construire un futur harmonieux et solidaire avec toutes les ressources dont nous disposons aujourd'hui, qu'elles ne soient pas perdues, gaspillées ou jetées avec l'eau du bain. Pour moi, mon rêve en particulier, ce serait vraiment personnel, serait de créer un ou plusieurs jardins. Par exemple, je pense au Jardin des plantes de Saint-Pierre. Mon rêve serait de le recréer à l'identique, à l'époque où il y avait plus de 1800 espèces venues du monde entier. Et ce serait quelque chose qui pourrait être valorisé, créer des emplois, le fait d'avoir des espèces ici fruitières pourrait permettre une diversification et le développement d'une industrie agroalimentaire. C'est un petit peu ce qui a démarré avec le palme. Tout ça, ça permet de créer des emplois grâce à la valeur ajoutée, puisque nous avons, et ça c'est un gain, une main-d'œuvre au niveau de salaire supérieur à ce que l'on peut trouver dans la plupart des autres pays qui ont le même climat. Donc, c'est surtout au niveau du secteur secondaire et du secteur tertiaire que nous pouvons développer l'économie. Mais par contre, je crois beaucoup aux petites entreprises familiales en réseau, le maillage, qui peut être facilité justement avec les réseaux sociaux. C'est une façon positive de les utiliser. Mais je suis pour les entreprises à taille humaine en matière de développement local. Ça permet à chacun de trouver sa place et puis ça offre beaucoup plus de souplesse, d'adaptabilité. Mais c'est tout un savoir-faire, de la formation qu'il faut mettre en place. Il faut des gens qui soient visionnaires et très, très compétents, très pointus. C'est vrai que ça ne suffira pas, le fonctionnement ancien. Il faut vraiment penser, je ne voulais pas utiliser l'expression développement durable, mais il ne faut pas que ça reste 20 mots. Il y a beaucoup de choses derrière. Beaucoup de gens l'emploient sans savoir ce que ça implique. Et je crois que pour l'avenir du pays, comme pour l'avenir du monde, de façon intégrée, il faudra en passer par là. Voilà, une vision globale, pensée locale, pensée globale, et que tout cela soit fait de façon harmonieuse dans le respect de toutes les catégories sociales de tous les pays. Donc l'appel est lancé. Voilà. Donc j'espère que certains entendront cet appel, qui est un appel fort pour le développement de notre pays. Merci. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite, Marie-Claire? Est-ce qu'on arrive au terme de notre entretien? Ah ben, en fait, moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir faire connaître mes photos, peut-être même pas seulement en Martinique, mais même au-delà. J'ai bien envie de communiquer cette passion et mon regard surtout, le partager avec d'autres. Donc, exposer et peut-être voyager, participer aussi à des rencontres à ce niveau pour rencontrer d'autres passionnés comme moi. Voilà, sur la photographie de nature. Et faire connaître aussi la Martinique par ce biais? Mais absolument, puisque mes photos sont surtout des photos de la Martinique pour le moment. Il n'y a pas que, mais voilà, ce sont surtout des photos du pays, des lieux géographiques, des espèces particulières, des manières de vivre. Et je pense que beaucoup de Martiniquais pourront s'y reconnaître d'où qu'ils viennent. D'accord. En tout cas, c'est noté. Merci. Merci pour votre témoignage. Merci d'avoir pris le temps de venir pour nous raconter votre parcours et votre histoire, Marie-Claire. C'est moi qui vous remercie. Merci.